everyone. Bonjour à tous et bienvenue à cette séance sur le peering 2022. Je suis Jean-Baptiste Milogo et je suis très heureux de vous accueillir à tous pour cette séance. Et j'espère que vous allez en profiter de la séance et de la part de l'ICSOC et de la FPAO, du programme de la communauté. Je vous souhaite la bienvenue à tous et de la part de l'ICSOC. Et je voudrais partager le programme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler surtout sur l'écosystème en Afrique occidentale et de la contribution des centres de données. J'aimerais remercier nos sponsors également, c'est-à-dire Main One, Flex Optics, Meta, DataRack Center, pour leur soutien de cette séance. Vous aurez l'option de poser des questions et de faire des commentaires sur quelques thèmes. Mais avant de commencer et entrer dans la séance, je voudrais donner la bienvenue aux membres du panel. Et je vous attire l'attention sur les règles de la maison. S'il vous plaît, si vous voulez parler, soyez respectueux et posez des questions bref. Si vous voulez vous présenter, vous le faites avec votre nom et pays d'origine. Et nous voudrions vous attirer votre attention sur le code de conduite. Vous verrez le lien sur vous le verrez dans la session de chat. Comment participer dans cet événement? Alors, sur les réseaux sociaux, vous avez un hashtag Peer in Africa, EXP et West Africa Peering Forum de Peering d'Afrique occidentale. Pendant cette séance, nous avons de l'interprétation vers le français et vers l'anglais. Et vous avez des sous-titrages en anglais si vous voulez suivre la séance de cette façon. Comment participer avec la séance? Vous avez une séance sur Zoom, vous pouvez poser les questions. Vous avez la fonction de questions-réponses. Essayez de poser la question dans cette fonction et pas dans la salle chat parce que ça nous permet de répondre à vos questions. Pour pouvoir vous proposer cette interprétation, nous le faisons avec le soutien de Flex Optics et nous voulons reconnaître leurs efforts dans ce domaine. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule et pour gérer cette séance, nous voudrions savoir un peu plus sur vous, les participants. Et je pose la première question qui va apparaître à l'écran, qui nous permet d'avoir davantage d'informations sur les participants d'aujourd'hui et comment vous allez contribuer à la session. Vous avez encore une seconde pour répondre. Merci. Alors, pendant cette période,
Je vais faire passer la prochaine diapositive et je vais vous présenter mes collègues pour aujourd'hui, les modérateurs. Je vais laisser la parole à Samuel Triolet qui va se présenter et parler de lui-même. Et ensuite, je parlerai de l'objectif clé de la séance. Bonjour à tous, je vais vous parler en français pour que les francophones ne se sentent pas trop isolés. Je suis tombé dans le monde des IXP il y a bien longtemps, il y a plus de 20 ans. Je suis très heureux de pouvoir aider la communauté africaine à développer ce monde-là, qui est quelque chose de très enrichissant. On est là dans une sous-région africaine vraiment intéressante puisque on a des pays très développés dans le monde de l'IXP et du peering et des pays qui n'ont pas encore vraiment commencé ou qui ont commencé mais peut-être avec pas le succès escompté. Donc c'est vraiment une région intéressante et on peut et on souhaite apporter du support. Un événement comme celui-ci, c'est plusieurs dizaines de réunions où on se pose des questions, qu'est-ce qui va intéresser les participants, et on est sorti avec des sujets dont on espère qu'ils vont vous intéresser. Donc moi, je suis en France, je travaille chez France IX, qui est le principal IXP en France. Mais j'avais créé un IXP dans une ville un peu moins évidente avant, qui est la ville de Lyon. Donc, je connais les difficultés qu'il y a de créer un IXP dans un endroit qui n'est pas si évident que ça. Oui, je ne vais pas tenir trop longtemps le floor, là, le crachoir, comme on dit en français. Juste pour vous donner mon point de vue sur les IXP, un IXP, pour moi, c'est un projet qui est au maximum à 20% technique, je dirais même plutôt 10% technique. La réussite d'un IXP n'est pas technique. La réussite d'un IXP, c'est une recette qu'il va falloir que chaque pays invente. On va avoir aujourd'hui des témoignages sur les infrastructures, principalement les data centers et les fibres. Les data centers neutres, c'est très important. Mais dans chaque pays, dans chaque région, puisqu'on peut aussi avoir des IXP dans une région, dans un pays, dans une partie du pays. La recette, c'est vous qui allez l'inventer, c'est vous qui allez la faire, c'est votre communauté qui va la faire. Un XP, c'est la recette de Lyon ne s'appliquera pas à Paris, et c'est pareil dans le sens, et c'est pareil d'un pays à l'autre en Afrique. Bon, oui, voilà, Jean-Baptiste, je te rends la parole. Thank you, merci Samuel. Merci Samuel de votre présentation courte et nous aurons l'occasion d'en parler ensuite. Je vais vous présenter les objectifs clés de la session. Dans un premier temps, le développement des installations de peering, d'hébergement, la contribution des centres de données. Comme vous le savez, dans notre région, il y a beaucoup de défis et nous allons dans cette session notre objectif principal est de comprendre les obstacles à surmonter dans ce domaine et dans un marché émergent comme le nôtre. Nous allons parler un peu des défis, nous allons aussi parler des obstacles, des défis principaux, parce que nous savons que les choses peuvent être différentes d'un pays à un autre ou une région à une autre. Alors, nous allons parler aussi de l'impact des centres de données sur une région et la valeur qui pourrait apporter le câble sous-marin pour l'écosystème à l'avenir. Et à la fin de la session, nous voudrions identifier les acteurs plus importants et de savoir
ce qu'ils peuvent faire dans leur rôle pour trouver des solutions. Et nous pensons que à la deuxième édition, cette deuxième édition de FPAO, il s'agit de réunir toutes les personnes de l'écosystème. Et je pense que l'année dernière, quand nous retournons, nous aurons fait du progrès sur l'écosystème et le développement dans cette région. Alors, pour conduire ce projet, nous voudrions remercier nos sponsors et en premier Afenic. Nous tenons aussi à remercier aussi Flex Optics pour l'interprétation. Et nous voudrions remercier Main One, qui est un de nos sponsors. Meta, en plus de sponsor, est aussi aura une contribution pendant la session. Et nous voudrions remercier à PAIX. Et ils vont partager leur expérience. Et en dernier, RAC Center, en ce qui concerne les sites d'hébergement et les problèmes qu'ils ont constatés pendant la réalisation de cette activité. Et Tim Simru, qui ne sont pas présents ici aujourd'hui avec un intervenant, mais qui nous ont donné du soutien pour la session, et Work Online Communications. Alors, à tous ces sponsors, mes remerciements. Je laisse alors maintenant la parole à nos modérateurs qui vont présenter nos intervenants qui vont développer les thèmes de la séance. Je laisse la parole à Samuel qui va présenter le prochain intervenant. Qui travaille chez PAIX Data Centers et qui est DG, directeur général. PAIX Data Center, c'est des data centers dans au moins 2 pays, le Ghana et la Côte d'Ivoire, et lui-même passe sa vie dans un pays et dans l'autre, ce qui pourrait il pourrait peut-être nous donner des perspectives de comment il observe la différence entre le monde anglophone et le monde francophone. C'est un ancien, puisque ça fait déjà 20 ans qu'il est dans ce monde-là, et je pense qu'il a beaucoup de choses à apprendre à tout le monde. On a ensuite donc Obina, qui lui vient du Nigeria et qui travaille chez RAC Center Limited, qui est un data center neutre au Nigeria. Alors, il nous expliquera qu'est-ce que ça veut dire data center neutre. Hein. C'est pas tout à fait pareil qu'un data center tout court. Il a travaillé précédemment dans la création de data centers, de plateformes cloud. Il a travaillé en déploiement client pour des clients opérateurs comme MTN ou Tigo dans plusieurs pays et aussi pour des entreprises finales plutôt importantes, on va dire, hein, comme Total ou Shell. Et au total, il a une grosse expérience quand même en termes de pays puisqu'il a travaillé au Nigeria, au Ghana, au Rwanda, au Sénégal, en République démocratique du Congo, en Tanzanie et au Tchad. Donc, j'arrête là les présentations ou on fait directement les deux suivants? Je crois qu'on s'arrête là. Hein. I think you can present all the panelists. D'accord. Les panélistes suivants. Next slide, please. On va avoir le plaisir d'avoir une dame qui va nous parler depuis l'Afrique du Sud. Donc, c'est Yolandi, qui a travaillé donc chez Terraco au service marketing de Terraco et qui a rejoint NAP Africa. Donc, Terraco, pour situer un petit peu, c'est très probablement le plus gros data center d'Afrique. NAP Africa, pour situer un petit peu, c'est probablement le plus gros IXP d'Afrique.
Donc, on va dire c'est une grosse expérience de réussite, hein. On peut appeler les choses comme ça. Yolandi est également impliquée dans la communauté, avec la communauté du peering. Par exemple, elle travaille elle collabore à PeeringDB, qui est une base importante dans le monde des IXP et du peering. Si vous ne connaissez pas encore PeeringDB, il est encore temps. Elle a également participé à des projets pour EuroX. EuroX, qui est une association européenne des IXP, mais qui est ouverte pour d'autres régions du monde, hein. Donc, il y a des IXP africains qui vont à EuroX. Et puis, elle anime également, je réinsiste sur l'aspect communauté, elle anime également la communauté locale en organisant des events locaux de training et de mise en relation des membres autour de l'IXP qui s'appellent les Terraco Tech Days. Et puis, on a donc Ben qui travaille chez, je le fais exprès, Facebook ou Meta. Donc, Meta, bon, tout le monde connaît, il n'y a pas besoin d'expliquer beaucoup ce que fait Meta. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, un acteur comme Meta a déjà déployé des caches, a déjà déployé des serveurs un petit peu partout en Afrique. Hein, un des objectifs d'un acteur comme Meta, qui est donc un CDN, un Content Delivery Network, donc un réseau de diffusion de données, hein, puisque l'objectif, c'est que chacun des utilisateurs ait la meilleure expérience possible. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être ingénieur télécom pour comprendre qu'on est mieux servi quand on est servi en proximité. Mais aujourd'hui, Meta va plus loin, puisque Meta participe très activement et même parfois leader, et on va voir c'est le cas pour le projet dont Ben va nous parler, sur la construction de câbles transocéaniques. Alors, on peut se dire comment un petit social network en arrive aujourd'hui à construire des câbles transocéaniques, ce qui était quand même avant l'apanage et l'exclusivité des opérateurs télécoms. Et donc, Ben va nous expliquer comment c'est important pour eux, pourquoi ils le font. Ça leur coûte quand même certainement des très gros montants. Et qu'est-ce que ça va amener à la communauté locale en Afrique. Voilà pour l'introduction des 4 panélistes. J'espère que je vous ai bien présenté et surtout que j'ai donné envie à l'audience de les écouter. Thank you very much, Samuel. Merci, Samuel, c'est très intéressant. Et merci à tous nos panélistes et de partager votre expérience avec la communauté aujourd'hui. Alors, je vais commencer avec Ado Pumi, surtout sur l'impact du peering dans l'écosystème de peering. Je vous laisse. Vous avez beaucoup d'expérience, mais nous voudrions savoir plus sur les obstacles qu'il faut surmonter pour créer un centre de données en Afrique. Qu'est-ce que vous voulez nous partager avec leur communauté pour aider à quelqu'un qui veut développer un centre de données comme vous avez fait? Merci. Merci, JB. Merci à tous pour cette présentation. En ce qui concerne les centres de données, avant d'entrer dans les détails, nous allons parler un peu des réussites. Il y a des centres de données dans la région Manon. Rack Center, par exemple, il y a quelques d'autres ADC et quelques d'autres centres de données, data center. Lorsque nous parlons de l'écosystème, de peering, des connexions, il est important de comprendre que c'est un moteur très important pour l'économie. Et il faut parler de cet aspect économique. Nous ne pouvons pas continuer
à mettre l'accent sur les problèmes, nous devons chercher des solutions éventuelles. Par exemple, RAC Center, une des choses que nous avons fait, c'est d'être un moteur de développement. RAC Center a étudié depuis 2014-2015. On a constaté que beaucoup d'organisations ont essayé de faire une infrastructure informatique, mais ce n'était pas durable. Alors, RAC Center et beaucoup plus d'autres centres de données ont essayé d'être un moteur de l'adoption, et c'est un des défis plus importants dans notre région. Nous voyons une situation de difficulté de partager une infrastructure partagée. L'indépendance, c'est une tradition dans la région. Tout le monde veut être indépendant, mais l'interconnectivité est principale. C'est une façon, oui, l'indépendance, c'est une façon normale de réfléchir. Mais il faut penser d'une façon différente d'un écosystème réussi avec un écosystème interconnecté et avec les points d'échange. Ce sont des sites qui sont installés pour impulser le contenu, le trafic jusqu'au dernier tronçon. Et ce sont des choses qui sont mises en place dans notre région. Et NAP Africa, ils ont beaucoup de réussite, mais il manque d'efforts davantage pour impulser la croissance. Et il faut assurer que les connexions soient gratuites entre les IXP. Et comme un centre neutre de données, neutre et a décidé de rester neutre en ce qui concerne la gestion du trafic. C'est un modèle commercial qui assure que ces infrastructures, que les entreprises, les membres de l'écosystème peuvent en profiter d'un centre de données à un niveau le plus neutre possible. Et c'est pour cela que nous offrons. Ah, merci Adok Mickey. Peut-être vous mettez l'accent plus sur la communauté. Et quand est-ce que vous voulez? Vous pouvez répéter? Je disais que pour comprendre bien ce que vous avez dit, il faut il y a un besoin de colocalisation, qu'il faut gérer un projet de centre de données interconnecté. Oui, alors lorsque vous parlez de ces problèmes, nous parlons de l'espace où nous sommes, et si on dépend des réglementations, j'essaye d'aborder la situation d'une façon positive. Et un des défis plus importants sont les data centers. C'est des gens qui auraient pu profiter plus. Nous avons des thèmes, oui, d'alimentation. Il n'y a jamais eu des interruptions d'alimentation. Il faut créer des processus pour surmonter les problèmes que nous avons dans cette région. Oui, je voudrais maintenant donner quelques minutes à Magloire pour qu'il
puisse également répondre à cette question. Nous savons qu'il y a des difficultés au niveau de l'alimentation et d'autres. Mais dans ce contexte, quel est le modèle économique commercial durable qui pourrait être adopté? Obina nous a fait part de certaines de ses expériences, mais de votre point de vue, Magloire, je sais qu'il y a des data centers au Ghana et ailleurs. Alors, quelle est la clé, quelle est la clé du succès dans ce contexte? Nous parlons de data center de colocation. C'est difficile d'identifier ce qui est le meilleur modèle. Il y a trafic en provenance de plusieurs lieux, pays. Il, il faut faire en sorte que le trafic donc arrive sur un site précis et ensuite redistribué. Pour les data centers de colocation, il faut s'appuyer sur les communautés et établir des entités qui servent de centre et pour permettre l'interconnexion et mais surtout pour échanger le trafic d'un site à l'autre. Il y a il y a des exemples en Afrique de l'Est, de l'Ouest. Et il faut poursuivre dans cette direction, mais donc sur le plan commercial, il faut vraiment établir ce maillage de façon à regrouper les trafics dans les régions pour les communautés, pour donc établir ces passerelles. Et dans cette situation, les sites, les centres, les sites sont des centres pour le trafic. Si on prend l'exemple d'un port, eh bien, on sait que l'on transporte les marchandises vers un autre port, mais d'abord, il faut évidemment collecter toutes les marchandises, les regrouper. Donc, c'est le modèle que doivent suivre les data centers pour fonctionner efficacement. Merci. Merci, Magloire. Je voudrais redonner à nouveau la parole à Dumike. Nous avons parlé d'approche commerciale, mais désormais, nous constatons que les grands groupes investissent en Afrique de l'Ouest. Que pensez-vous des visées de ces grands groupes qui aussi investissent et ont des visées d'expansion dans la région? Quelle sera l'étape suivante alors pour faire face à cela dans votre contexte? Je crois que c'est une bonne chose que ces grands groupes investissent dans la région pour l'interconnexion. Pour nous, c'est bien sur le plan commercial, économique qu'il y ait et des investissements, mais il faut que nous aussi, nous ayons un rôle à jouer.
Il y a de plus en plus de data centers établis dans la région. Les entreprises locales devraient tirer parti de ces investissements et également, il faut pouvoir exploiter, tirer parti des connaissances qui sont apportées. Cela devrait permettre à de nouvelles entreprises de s'établir en Afrique de l'Ouest parce que le cloud se développe, les contenus se développent, il y a des installations de cache qui se développent. Et cela, à son tour, devrait continuer à attirer davantage d'investissements. Peut-être quelques mots pour terminer de la part de Magloire sur cette question. Et puis, parce que ensuite, il faudra donner la parole à Yolandi. Tout d'abord, je voudrais dire il y a, comme nous l'avons dit, des difficultés qui se présentent dans la région au niveau de l'alimentation énergétique et d'autres que plus nous sommes et mieux c'est. Les data centers, tout le maillage de l'Internet doit se développer. Il faut qu'il y ait plus de data centers et parce que plus il y a d'intérêt sur le plan, plus ça présente d'intérêt sur le plan commercial, plus il y aura également renforcement, développement de compétences techniques sur place. Donc c'est quelque chose de positif qui est tout à fait bienvenu. Les risques sont perçus de façon moins négative lorsque on constate qu'il y a plus de structures pour livrer sur le marché. Merci. Samuel, je vous rends la parole pour souhaiter la bienvenue à Yolandi. Yolandi vient d'un autre monde. Elle va peut-être pouvoir nous parler un peu de Terraco et du trafic, du volume de trafic qui passe par Napafrica, qui se compte en tétrabits, je crois. Mais alors que nous parlons, nous, de pays dont les volumes de trafic sont en mégabits, donc beaucoup moins. Mais vous pourriez peut-être nous expliquer l'importance de la communauté, le rôle de la communauté. Oui, nous sommes très heureux d'être représentés ici aujourd'hui pour vous expliquer comment Terraco a démarré. Il faut revenir un peu en arrière. Nous parlons de câbles sous-marins. Au début des années 2000, il n'y avait pas un grand nombre de systèmes sous-marins parmi lesquels nous pouvions choisir. C'était 7.3 et ça voulait dire, c'était aussi une époque où l'Internet c'était coûteux. Mais plus tard, à partir de 2008, ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'est qu'il y a eu des réglementations sur le marché des télécommunications, ce qui a complètement changé les choses. Ça a été une opportunité pour Terraco d'exister et c'est là que nous avons démarré.
Nous avons commencé au Cap, dans une petite, toute petite pièce avec de grands rêves, de grandes visées. Nous avions différents types de câbles. Il y avait à ce moment-là davantage de variétés. Donc, nous avions le choix entre différents systèmes. Et grâce à cela, nous avons pu développer l'idée de NAPAfrica, l'idée des IXP, des points d'échange. Donc, nous avions des plans importants, nous avions de grands rêves. Nous sommes arrivés à un sommet de 2,5 terabits par seconde, donc à l'heure actuelle. Donc, ça a vraiment été une réussite et nous l'avons fait grâce à la collaboration avec les IXP, notamment les IXP d'Europe, Lynx par exemple, qui nous avons tiré des leçons, des connaissances de leurs expériences. Et une fois qu'il y a le choix de système et qu'il y a des data centers neutres, on peut développer. Lorsque NAPAfrica a démarré, nous avons toutes sortes de carriers et de fournisseurs de contenu qui ont donc retenu l'attention des réseaux d'utilisateurs et ça s'est développé à partir de là. Il n'y a pas, la connectivité à NAPAfrica est gratuite. Nous pensons que c'est ça le moteur clé du développement, c'est la connectivité. Et nous nous adressons également aux autres points d'échange africains pour partager notre expérience, pour les orienter, les guider sur la meilleure façon de développer leurs points d'échange dans leurs pays respectifs. Parce que comme ça a été dit, chaque pays fait face à des difficultés spécifiques, à des réglementations spécifiques. Donc, nous espérons continuer à croître, à nous développer avec ces points d'échange et croître pour nous-mêmes et pour eux. Merci. Oui, vous avez fait un travail extraordinaire. J'ai lu beaucoup de statistiques sur le peering et les points d'échange en Afrique. Et pour pouvoir vraiment faire des comparaisons, il faut enlever Terraco et NAPAfrica parce que vous représentez la plupart du trafic. Mais quoi qu'il en soit, vous faites un excellent travail. Je crois qu'il faut se souvenir d'abord que même en mettant Terraco et NAPAfrica à part, eh bien, tout effort compte. Et nous avons commencé comme ça aussi, et nous voulons aider à faire en sorte que chaque point d'échange puisse se développer. Nous allons participer, contribuer à l'arrivée des nouveaux câbles, par exemple. Bien. Nous allons peut-être donner la parole à Meta et à Ben, mais d'abord une petite question pour Yolandi. Et Ben, est-ce que nous pouvons espérer un nouveau pop de NAPAfrica en Afrique de l'Ouest? À l'heure actuelle, nous ne sommes basés qu'en Afrique du Sud. Nous nous concentrons là-dessus. Je ne crois pas qu'il y ait de plan d'expansion pour le moment. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons collaborer avec les points d'échange établis dans les autres
pays pour les aider à se développer en tant que mini NAPAfrique, si vous voulez, NAPAfrica. Merci beaucoup, Yolandi. Bien, nous allons maintenant donner la parole à Ben de Meta. Bienvenue à nouveau, Ben. Nous avons entendu les autres intervenants. Nous avons entendu parler de la croissance des data centers, des collaborations également. Par le passé, Meta a été, nous l'avons vu, comme fournisseur de contenu, mais désormais, Meta s'attache au déploiement de câbles sous-marins. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre projet? Oui, bien sûr, merci. C'est vraiment très intéressant pour moi que de faire partie de ce panel FPAO 2022. Oui, il y a beaucoup d'investissements en ce qui concerne dans les câbles sous-marins, notamment de câbles sous-marins dans l'Est et l'Ouest de l'Afrique. C'est un développement d'infrastructures important que nous allons utiliser, bien sûr, mais qui est également en accès libre, en accès ouvert. Donc, il y aura les possibilités pour d'autres d'exploiter ces systèmes. Il y a déjà des systèmes de câbles existants et puis de nouveaux prévus, comme je l'ai dit. Quels sont les effets positifs sur l'écosystème? Il y a de nombreux impacts. Il y a des marchés qui recueillent de nouveaux investissements, ce qui est clé pour les développements d'infrastructures dans la région. Nous déployons des infrastructures sur des marchés multiples en Afrique et encore une fois, nous sommes ouverts à tous les réseaux. En outre, pour les points d'échange, ça permet également de se rapprocher des communautés. Nous avons une stratégie de proximité des communautés et les IXP contribuent bien entendu à cette stratégie. Nous donc contribuons à l'interconnectivité, mais également à mettre à disposition des systèmes gratuitement ou pour des coûts abordables. Et les investissements continuent à venir alimenter cette stratégie. Il y a sans doute une question en ce qui concerne les pays enclavés, mais nous avons un programme de caching que nous sommes sur le point, que nous avons développé en Afrique de l'Ouest. Merci Ben. Peut-être une question avant de passer aux questions des participants. Quelle sera l'étape suivante pour les pays enclavés? Parce que nous savons que, bien sûr, les pays non enclavés ont accès aux câbles sous-marins. Quelle serait l'étape suivante donc pour intégrer, pour tenir compte des pays enclavés? Quelles sont les collaborations à mettre en place pour exploiter toutes les capacités que vous développez à l'heure actuelle dans le domaine des câbles sous-marins? Comment procéder?
Bien entendu, tout le monde doit envisager cette question dans l'écosystème. Il faut que les opérateurs dans les différents pays coopèrent pour les liaisons transfrontalières. Nous devons réfléchir attentivement aux meilleures routes, aux meilleurs circuits. Donc, il nous faut des investissements et il nous faut vraiment considérer là où ils sont nécessaires. Merci, Ben. Avant de vérifier les résultats des questions de sondage, Samuel, vous pourriez peut-être résumer un peu ce qui a été dit, donc résumé avant que de passer aux questions des participants. Oui, nous avons vu. Au début, je vais passer en français. Quand on a commencé à préparer ce forum, on s'est posé des questions de statistiques un petit peu combien de pays sur la zone Ouest Afrique ont un IXP, ce n'était pas le cas de tous, ont des data centers neutres, ce n'était vraiment pas le cas de tous. On voit aujourd'hui qu'il y a des pays qui en ont, où on a un IXP qui fonctionne, où on a du peering qui fonctionne, où on a de très nombreux membres sur, je ne parle pas de NAP Africa, je parle même dans la zone Ouest Afrique, au Ghana ou au Nigeria, on a plusieurs IXP qui peuvent même se faire de la concurrence et quelques centaines de membres et une grosse partie du trafic qui reste en local, donc où on garde la valeur du trafic, on garde, comme disait tout à l'heure Yolandi, chaque mégabit, chaque kilobit, chaque bit compte. Il faut garder le trafic local parce que derrière le trafic, il y a des emplois, il y a des entreprises, il y a des data centers, il y a de la consommation d'électricité, mais au moins elle est faite en local et non pas à l'étranger. L'écosystème du peering n'est pas facile à créer. Il faut vraiment le monter et le créer dans chaque pays. On voit qu'il y a des pays qui y arrivent. Il n'y a pas de raison que d'autres pays n'y arrivent pas. On a vu dans les questions qui sont passées là rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire pour les pays qui ne sont pas côtiers et qui donc n'ont pas accès à la mer. Je vous rappellerai que le plus grand IXP du monde est situé en Allemagne et qu'a priori, l'Allemagne, c'est un pays qui certes a des fibres, mais pas à des côtes, pardon, mais ce n'est pas massivement un pays côtier. Donc, on peut réussir à avoir un IXP qui se développe même à l'intérieur des terres. Je vais le dire parce que lui, il peut pas le dire par modestie, mais le Burkina est un bon exemple. Donc, Jean-Baptiste ne peut pas le dire. On peut avoir des IXP qui fonctionnent donc même à l'intérieur des terres. Le fait d'être un pays côtier n'est pas l'assurance d'avoir un IXP qui fonctionne bien. Peut-être qu'on peut maintenant passer aux questions. Yes, just before the question, maybe if. Mais avant cela, nous pourrions peut-être avoir la réponse au sondage. Oui, donc il y a des fournisseurs de contenu, fournisseurs d'accès, pardon, à Internet, bon nombre d'entre vous, et les autres catégories, vous les avez vues s'inscrire sur votre écran. Donc, nous vous avons demandé, s'il vous plaît, à vous, les participants, de bien vouloir placer vos questions dans la Q&A, dans la partie Q&A. La première question. La première question. Mohamed Al-Hassan. Alors, vous voudrez savoir s'il y a un lien pour mieux comprendre je vais peut-être passer à la. Oui, Mohamed, il y a beaucoup de ressources disponibles. Il y a des heures et des heures
il y a des présentations sur ce qu'est un XP. Hein. Allez sur le site EuroX. Vous allez trouver vraiment des heures de présentation vidéo. Il y a de la littérature écrite, il y a des livres qui ont été écrits sur le peering, les XP, les data centers. Donc, et puis surtout, il y a une communauté, hein, c'est ISOC, qui est présente dans le monde entier et en Afrique aussi, bien sûr, avec des trainings, des événements. Donc, il n'y a pas de souci pour obtenir des informations. Et une particularité du monde du peering qui revient un petit peu à faire travailler des concurrents entre eux, ce qui n'est pas quelque chose d'évident, c'est que les acteurs s'entraident, parfois même lorsqu'ils sont concurrents. Donc, il ne faut pas avoir peur de frapper à la porte d'un XP, d'aller poser des questions. Les acteurs des XP seront toujours heureux de vous répondre et de vous aider. Okay, thank you, Samuel. The second, Merci, Samuel. La deuxième question, c'est pour Magloire au Bénin. Alors, la question vient en français. modèle économique qui pourrait marcher dans les zones non côtières. In English can be, is there any business model, I think, for neutral data center deployment we can be good to try in interland country? So is there any specificity to succeed data center deployment in interland country? So Magloire, Obinna, who want to take this? Oh, when you have Alors, lorsque vous êtes dans un pays enclavé, le thème principal, c'est la connectivité. Pour le centre de data center, la réussite dépend de trouver un moyen d'en tirer le profit, maximum profiter de l'accès et des câbles. Et à partir de là, vous pouvez créer de la connectivité qui peut, ce qui commence, il faut commencer avec la connectivité et beaucoup de connectivité. Oui. Peut-être qu'on peut rajouter qu'on commence à voir en Afrique des initiatives d'interconnexion entre les pays par les terres et non plus par les océans. Une société l'a fait, hein, c'est Orange, c'est français. Désolé, je vous parle d'une société française, mais là, en l'occurrence, c'est plutôt Orange Sénégal et toute cette zone de l'Afrique qui s'est lancée dans un projet et qui l'a fait. C'est un réseau qui s'appelle Joliba aujourd'hui et qui relie, par exemple, le Sénégal jusqu'à la Côte d'Ivoire en passant par le Burkina. Et on peut donc maintenant trouver des connexions, même à l'intérieur des terres, dans des pays qui sont enclavés, qui n'ont pas d'accès à la mer. On peut trouver des connexions vraiment haut débit de type 1 gigabit, 10 gigabits. Ça existe. Voilà, il faut le dire, il faut le mentionner. Thank you. Merci. Thanks, Samuel. Merci, Samuel, d'ajouter des commentaires. La deuxième question, c'est plutôt pour Ben. Et la question posée, quels sont les niveaux de trafic nécessaires pour le cache public? C'est une question de quelqu'un au Niger. Ben, est-ce que vous pouvez répondre? Merci pour cette question. Nous posons souvent cette question. Il n'y a pas un niveau précis. Ça dépend des points d'échange. Nous cherchons à travailler avec les opérateurs pour comprendre comment, si c'est un centre le trafic passe par le centre de points d'échange. Alors, est-ce que si vous êtes en train de développer un IXP, je suis prête à partager mon expérience et mes connaissances. Merci, Ben. Alors,
Ben est disponible pour répondre à votre question. La suivante, merci de question de Sangai. Qu'est-ce en absence de réglementation, qu'est-ce qui attire l'investissement pour la création d'un EXP? Alors, je ne sais pas, peut-être un membre du panel, je peux peut-être essayer qu'est-ce qui peut attirer l'investissement et sans réglementation. Non, je ne suis pas expert en réglementation. Il y en a d'autres collègues qui pourraient mieux parler de ça. Il y a beaucoup de bénéfices. Leurs opérateurs de réseau aux IXP, il y a beaucoup d'avantages. Les raisons pour Meta, par exemple, c'était la résilience et notre produit, la qualité de notre produit, d'être plus près de la périphérie des gens qui utilisent notre produit. Ils peuvent échanger le trafic localement et il y aura peut-être d'autres réseaux où les fournisseurs de contenu, Netflix contenu sont présents. Ils peuvent obtenir ce trafic en local. Et ce peut entraîner des coûts réduits avec le flux en amont. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, c'est tout à fait ça. Si vous connectez votre IXP, vous avez cette relation directe avec les réseaux avec lesquels vous faites le peering, ce qui rend possible, facile résoudre les problèmes. Et comme a mentionné Samuel, il faut se sentir dans la communauté, il faut frapper aux portes et demander de l'aide. Je pense que il faut soutenir l'IXP pour attirer plus de fournisseurs de contenu et de cloud, de nuages, parce qu'ils considèrent la demande dans le pays. Alors, si vous avez établi un IXP, ils peuvent constater, ils peuvent voir le volume de trafic. Merci Ben et Yolandi. C'est très clair. La prochaine question, ce sera peut-être pour Obin. Quels sont les défis réglementaires pour le développement d'un centre de données, un data center? C'est un peu connecté au thème, mais spécifiquement, quelles sont les difficultés en tant que réglementation? Oui, dans un premier temps, oui, il y a quelques pays dans notre région qui n'ont même pas des licences pour l'opération de DXP. Je ne parle pas du Nigeria ou de Ghana, mais il y a d'autres pays qui n'ont même pas un système de licence pour établir un IXP. Alors, vous parlez de la volonté politique de gérer ces entreprises dans l'impact économique. Il y a tellement des thèmes en ce qui quant à la réglementation et je pense que il y a beaucoup de ressources qui peuvent disponibles pour former les gens qui veulent savoir plus sur ce thème. Merci, Obin. La prochaine question, ce sera pour Ben peut-être. Est-ce que les opérations CLS, est-ce que ce passera à l'opérateur local et comment peuvent-ils impulser une réduction du coût de créer un data center? Je peux essayer.
Ben, de répondre. Est-ce qu'il il y aura quelques opérateurs qui vont participer dans la gestion dans le pays et quelle sera la valeur ajoutée pour réduire les coûts de la création d'un data center? Oh, je peux essayer d'en parler un petit peu. Le câble est propriétaire est un consortium. Il y a plusieurs opérateurs qui font partie de cet consortium. Alors, c'est une équipe différente, mais je peux dire que c'est un accès libre, que l'infrastructure de le data center neutre. Je sais qu'un collègue travaille beaucoup avec les opérateurs pour que les fournisseurs de contenu, pour que ça marche bien pour le câble. Et les fournisseurs de contenu puissent avoir un prix raisonnable. Merci. Et en dernier, la prochaine question. Je vais faire une question simplement. Quels sont les data centers, l'opération et est-ce qu'il y a une politique standard? Quelle est la différence entre le transit IXP et Yolandi, vous voulez peut-être répondre à cette question? Le transit, ou alors le peering, c'est l'échange de trafic entre deux réseaux et où il n'y a pas d'échange financier. Et le transit, c'est vous devez payer l'opérateur pour l'accès à l'Internet et votre opérateur serait connecté à l'IXP local et ils reçoivent le contenu du IXP, mais il vous fait payer pour cette connexion. Mais avec le peering, vous avez une relation directe avec l'IXP et c'est un trafic qui ne paye pas entre les deux réseaux, qu'on ne paye pas. J'espère que ça oui, ça aide. Cette connexion. Mais avec le peering, vous avez une relation directe avec comment est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que c'est un centre de données? Mais je sais que quelques-uns d'entre vous, vous l'appelez ça une salle d'ordinateur. Comment est-ce que vous pouvez... oui, à l'ancien, vous aviez des salles des données. C'est ça, les salles de données. Je pense qu'il y a une confusion entre... Obina, vous avez un commentaire peut-être, ça vous fait rire. Qu'est-ce qu'on peut appeler un data center et qu'est-ce qu'on peut appeler un centre d'ordinateur? Comment on fait la différence? Comment est-ce qu'on peut parler de centre de données neutre? Qu'est-ce qu'on peut appeler et j'ai mon ordinateur et ma salle de système. C'est important. C'est une question très importante. Un centre de données data center dans le contexte de la conversation aujourd'hui, c'est une salle sécurisée sur un site sécurisé où votre équipement de TIC informatique est gardé dans des conditions excellentes. Alors, cela veut dire que que tout ce qui est équipement matériel, l'entrepôt est disponible pour l'entreprise et important pour l'entreprise sur un site sécurisé.
et dans un environnement séparé, et c'est ce qu'on appelle la colocation. Et c'est un environnement, soit vous le gardez sur site, ou vous le gardez, vous faites dans le concept de cette conversation, nous parlons des centres de données pour les entreprises qui proposent de la sécurité, tout ce qui est nécessaire pour Business model le wise, fonctionnement. anything that Merci. Nous parlons des centres de données pour les entreprises comment ça marche si la connectivité est libre, gratuite? Comment ça, est-ce qu'il peut y avoir une entreprise, Yolandi, si la connexion est gratuite, comment d'où avez le revenu, d'où ça vient? Et je pense que c'est une question ouverte à tous. En ce qui concerne le Telco NAP Africa, non, c'est pour la connexion à NAP Africa, la connexion est gratuite, mais l'investissement vient du côté de colocation, les réseaux petits, même les IXP qui investissent, qui prennent un cabinet sur notre site. Et c'est dans ce cas que nous avons un revenu du secteur. Si vous pouvez trouver un centre de données où c'est gratuit, l'interconnectivité, mais je pense que le revenu, c'est l'espace que vous occupez dans le centre de données, dans le data center. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Est-ce que vos connexions sont gratuites? Oui, vous avez raison. C'est important de comprendre ce que vous avez avec NAP Africa et avec Raxent, avec les IXP. La connexion Cross Connect est gratuite. Et de cette façon, tout le monde contribue à la communauté. Et comme centre de données, parce qu'à Rack Center, nous devons contribuer à la communauté pour faire que la communauté puisse accroître, et vous êtes connecté à l'IXP, par exemple, en Nigeria. L'IXP devrait être gratuit comme contribution. Ce n'est pas la même chose. Merci. Merci. Magloire, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je crois que Yolandi et Adumike ont dit tout ce qu'il y a à dire à ce sujet. Donc, je n'ai rien à ajouter. Il y a également un commentaire de Mathieu qui dit qu'il y a un exemple existant en ce qui concerne les pays enclavés. Un exemple situé en Ouganda. Et donc, il y a des exemples et il nous faut essayer d'en tirer parti pour informer les développements ailleurs. Il y a une question de Séoul. Dans la région, nous semblons avoir davantage d'infrastructures dans les villes, mais les investissements semblent être concentrés dans quelques villes seulement. Comment faire étendre les bénéfices à d'autres villes dans la région? Pour
Peut-être que c'est une question qui s'adresse à Obina et à Yolandi. Donc, comment faire bénéficier d'autres villes, comment leur faire bénéficier de ces succès qui sont concentrés dans quelques villes? Bien sûr, les investissements se concentrent dans les grandes villes. Mais nous devons, nous, dans les régions, dans les localités, nous adresser à ces grandes villes. Il est possible pour plusieurs entités de collaborer à niveau local pour établir des data centers de petite taille qui servent le niveau local. Il n'est pas besoin de s'adresser aux grands data centers des grandes villes. Les gros investisseurs, en général, ne voient pas plus loin que les grandes villes. Il faut donc essayer de leur ouvrir les yeux. C'est à nous donc de montrer que c'est un concept tout à fait gagnant que d'avoir des petits centres, pour réunir les fournisseurs de contenus locaux. C'est à nous de leur montrer, de leur ouvrir les yeux à ce sujet. Les grandes villes, elles ont commencé elles-mêmes comme ça, donc c'est possible de reproduire ça ailleurs. Bien, nous arrivons à une autre question. Now is, I think, 12, 13. Asma Awad. Nous en sommes à la question 12 ou 13. Y a-t-il des politiques standards pour les data centers? Oui, il y a des politiques standards. Je suis sûre que Obina pourra répondre également à cette question. Il y a de nombreux, non pas des réglementations, mais des lignes directrices, des orientations. Oui, il y a des politiques standards pour les data centers. Il faut qu'il y ait disponibilité et fiabilité. Ce sont là les deux concepts de départ. Et à partir de là, on peut engager le processus de certification. Et puis, on peut également tirer il y a des politiques d'orientation locale qui peuvent permettre de développer. Et puis, il y a une autre question également de Oluwazum. En ce qui concerne le financement, comment arrivez-vous à survivre alors que les prix des carburants ont tellement augmenté? C'est difficile, certes, mais c'est la nature de notre commerce. Ce qui compte, c'est d'avoir les meilleures ressources humaines, et c'est le cas pour nous au RAC Center. En ce qui concerne l'alimentation énergétique, eh bien, une des bonnes façons de procéder, c'est de séparer pour la facturation, de séparer les coûts énergétiques des coûts de connexion croisée et de colocation. Donc, nous assurons toujours d'avoir suffisamment de réserves de diesel, notamment, et d'avoir au moins 2 mois
de carburant nécessaire sur le site de façon à pouvoir éventuellement assimiler le choc lorsqu'il y a une crise comme cette crise récente. Et bien entendu, nous en sommes au stade aussi où nous envisageons d'autres sources d'énergie. Oui, je crois que je suis d'accord avec vous. En Afrique du Sud, nous aussi, nous envisageons, par exemple, l'énergie solaire en remplacement. Bien sûr, c'est un grand investissement et cela veut dire qu'il faut que nous continuions à fonctionner en tant que commerce, entreprise commerciale. Samuel, il nous reste près de 10 minutes. Il y a une question de Gaël Hernandez. Bonjour. Qui demande, est-ce que les points d'échange peuvent permettre de réduire les coûts du dernier kilomètre, du dernier tronçon, qui sont très élevés? Est-ce que vous pourriez donner des exemples? Je dirais en réponse que un data center neutre, lorsqu'il croît, eh bien, s'il se développe dans une localité, il y en a d'autres, alors il y a concurrence et cela fait baisser les prix, y compris les prix du dernier tronçon. Oui, à ce stade, on a une relation directe avec la personne, les groupes avec lesquels on est connecté. Et la plupart du temps, sur le dernier tronçon, on peut effectivement faire des économies. Est-ce que c'est la même chose au Nigeria? Oui. Le problème, c'est la différence entre le peering et le transit dont on en parlait. Et je crois que ce qui est important, c'est également de transférer ces économies aux utilisateurs finaux. Mais potentiellement, il y a un potentiel accru de transit, de trafic dans la région et il faut faire en sorte que il y ait collaboration entre les différentes parties prenantes pour regrouper les ressources, ce qui permet également de réduire les coûts. La question, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples? Ce qui avait été demandé, oui. D'après mon expérience, nous savons que grâce à la concurrence, les coûts peuvent être réduits à hauteur d'1 € par mois pour 10 gigas. Ce qui veut dire que pour passer d'un data center à un autre, pour connecter, ça ne coûte que 10 €. Est-ce que c'est une bonne idée pour les gouvernements de construire des data centers? Est-ce qu'il y a des exemples de partenariats public-privé qui sont des réussites et dont nous pourrions nous inspirer?
Est-ce que c'est une bonne idée pour n'importe qui, pour tout le monde, que de construire des data centers? D'après mon expérience, dans cette région, c'est toujours une bonne idée que d'avoir des entités indépendantes pour des questions de confiance ressenties par les communautés. Est-ce qu'il y a des exemples en Afrique de l'Ouest? Je ne sais pas, mais je sais qu'au Botswana, à un moment donné, il y avait un data center qui appartenait au gouvernement. Mais, et c'est certainement possible d'entrer dans des partenariats public-privé. Thank you. Merci. 4 minutes to collect the last question. I think Nous allons pouvoir prendre la dernière question, je crois. so we could try to reply to them. So the first one, Nous allons prendre les dernières questions. is it any value add to have a Est-ce qu'un IXP régional, ça apporte de la valeur ajoutée en Afrique de l'Ouest? Est-ce que ce serait intéressant d'avoir un IXP, un point d'échange régional? Je ne sais pas si Yolandi pourrait essayer de répondre, ou Obina ou Magloire. Que pensez-vous de cela? C'est une bonne question. Je crois que Obina est mieux placé que moi. Il a plus de connaissances pour répondre, puisqu'il provient de cette région. En général, pour l'Afrique, ce qui est bénéfique pour les régions, est-ce que vous pensez que les points d'échange régionaux, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait avoir des points d'échange régionaux ou un point d'échange plus national? Tout dépend du modèle commercial. Mais je pense que les IXP régionaux peuvent fonctionner. Ça demande beaucoup de planification. L'IXP du Nigeria, au départ, c'était l'IXP pour la région. Et beaucoup d'efforts ont été déployés à l'époque pour faire en sorte que cela fonctionne bien. C'est vrai que ça avait été évoqué, que ce soit l'IXP régional pour la région. La question qui se pose sans doute, c'est comment accéder à l'IXP régional, parce que bien sûr, parce que il y a des coûts de capacité, de développement de capacité à cet égard. Mais selon le modèle commercial, il est certainement possible, encore une fois, d'établir des collaborations, d'entrer dans des partenariats de transit ou avec un carrière qui apporte une capacité avec bon rapport qualité-prix rentable. Eh bien, c'est possible. Souvenez-vous, il y a de nombreux exemples de connexions vers l'Europe et ailleurs, donc c'est possible. Tout dépend du nombre de peers que l'on peut attirer et du degré d'interconnectivité entre les entités. Donc, tout dépend effectivement du plan commercial, du modèle commercial. Je crois qu'il va être difficile peut-être de couvrir les trois
dernière question. Je m'excuse à l'avance de ne peut-être pour les questions auxquelles nous n'aurons pas pu répondre. Je voudrais remercier tous les panélistes ainsi que mon co-modérateur Samuel. Il y a de nombreuses listes qui sont disponibles pour de listes et d'adresses de communication. Donc, ces questions qui n'ont pas encore trouvé de réponse pourront peut-être en trouver par la suite. Il serait utile aussi d'avoir vos retours sur cette séance de sorte que nous puissions continuer à apporter des améliorations à ces séances. Et j'espère que l'an prochain, nous aurons également la possibilité de nous retrouver à l'occasion d'événements en personne ou d'événements hybrides. Je voudrais vous remercier, vous tous, les participants, et remercier à nouveau tous nos sponsors dont la liste s'affiche sur l'écran. Merci aux panélistes, aux participants, aux organisateurs et nos sponsors Afrinic, FlexOptics, Main One, Meta, PAX. Merci de votre participation, RAC Center. Merci Obina de votre participation, Team Kimrou, Work Online. Merci à vous tous et nous vous retrouverons à l'occasion d'une prochaine séance. Nous voudrions vous inviter à vous joindre à nous à l'occasion du Forum africain du peering et de l'interconnexion qui aura lieu à Kigali au Rwanda en août. N'hésitez pas à vous inscrire. Nous serons très heureux de vous retrouver à Kigali. Et n'hésitez pas, encore une fois, à nous apporter vos retours de façon à améliorer ces séances et en fin de compte à apporter de meilleurs services d'Internet à nos communautés. Merci et au revoir. Recording stopped.